Buonasera a tutti, ringraziabili seguito la nostra emissione in nome di tutti quelli qui ci partecipano, Bigo, Page Salute, per l'anno nuovo. Et pour commencer cette année nouvelle, sont présents sur ce plateau mes deux fidèles confrères, Dilormo Padovani de Corse Matin. Bonsoir Dilormo. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Et puis notre invitée, cette semaine, militante et responsable du Parti communiste. Elle en est la nouvelle secrétaire en Corse du Sud, Anissa Floramzian. Bonsoir Anissa Floramzian. Merci de votre participation. Merci. Alors, début de cette année nouvelle, eh bien, elle ressemble à la fin de la précédente et le social, à travers le conflit des Gilets jaunes, y occupe encore et toujours la première place. À l'occasion de ses vœux à la presse, la préfète de Corse, Josiane Chevalier, a d'ailleurs tenu à insister sur la situation de précarité et sur les moyens à mettre en œuvre afin de favoriser le pouvoir d'achat. On l'écoute. Ce sujet est particulièrement prégnant. Il touche au pouvoir d'achat, avec bien sûr ce sujet des carburants, mais aussi l'aide alimentaire. Et donc nous allons travailler avec tous les partenaires, en premier lieu la collectivité de Corse, qui est chef de file de l'action sociale, mais aussi tout le secteur caritatif que je reçois jeudi, qui a une place importante en Corse, pour qu'on étudie tous les moyens d'améliorer le pouvoir d'achat dans tous les secteurs où il y a des marges de progrès, et Dieu sait s'il y en a en Corse. Alors on verra à l'usage si les résultats suivent, mais il y a au moins un point positif, Patrick, c'est que cette dimension sociale est au cœur du débat. Bah, c'est la moindre des choses, non ? En cette année 2019 qui débute comme s'était achevée l'année 2018 sous fond de mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, la préfète de Corse est en opération déminage. Donc on parle de précarité, c'est la priorité des priorités et ça va continuer lundi avec la conférence sociale qui sera organisée à Bastia par la CDC et mardi où devrait débuter normalement le grand débat voulu par Emmanuel Macron. Donc c'est la priorité pour la préfète, mais il ne vous aura pas échappé que c'est la priorité aussi pour la collectivité de Corse au travers de Jean-Guy Talamogne et un peu moins de Gilles Simeoni, que l'on entend moins en ce moment sur ce sujet, mais qui va reprendre la main lundi. Donc je trouve que c'est la moindre des choses. Maintenant, il faut agir, c'est ça le problème. Parler, c'est bien, voilà. Agir, c'est mieux. Oui, cette demande, cette place du social, c'était toujours un nouveau leitmotiv. C'était, durant la campagne électorale et territoriale, votre mot d'ordre. Là, vous êtes satisfaite, j'imagine. Oui, satisfaite, oui, que ce soit sur le devant des préoccupations, oui, c'est sûr. Après, maintenant, il faut agir, oui, et proposer des actions qui vont vraiment changer les choses. Et qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Alors, parce que bon, on connaît les difficultés financières, on voit la politique que mène le gouvernement. Vous pensez que les choses peuvent évoluer? Ah là, pour l'instant, on est sur un statu quo de l'attitude de notre président Macron. Donc, on a je crois qu'il n'a pas compris, il me semble, que il était, enfin, au premier tour, il a eu des élections, il a eu que 24% des scrutins. Au second tour, il a été élu parce qu'il était contre Marine Le Pen. Vous remettez en cause sa légitimité? Là quand même, mais c'est plus sur sa manière de gouverner. Tous les présidents ont été élus avec un premier tour autour de 20-22%. Hein. Mais là, il est pas... Chirac. Sauf Chirac, même Chirac, il était à 20% en 2002. Hein, il est quand même parti sur quelque chose de très acquis et donc il a déroulé sa politique en étant complètement aveugle. Non, on est d'accord, mais sur la légitimité, c'est important, parce que si vous remettez en cause la légitimité, c'est grave. Ah non, je ne remets pas en cause la légitimité, il a été élu. Donc, non, ça ce n'est pas ce que je disais. Mais du coup, par contre, sur la manière, et même Chirac, à l'époque, quand il avait été élu dans les mêmes conditions, a eu une manière de gouverner qui était différente. Donc là, par contre, je pense, c'est une manière de gouverner qui est complètement stratosphérique. On ne voit plus le lien avec le peuple, avec son peuple. Donc après, cette manière de gouverner qui est complètement verticale s'oppose maintenant aux Gilets jaunes, qui est un mouvement pour le coup très horizontal. Mais aujourd'hui, quelle est la revendication des Gilets jaunes? Parce qu'on entend, ci et là, on veut aller jusqu'au bout. Mais au bout de quoi? Le gouvernement, vous dites, n'a rien fait, ils ont quand même lâché 10 milliards. Ah, 10 milliards, mais enfin par rapport à une... on a des postures qui sont très bloquées. Sur l'ISF par exemple, où il dit non, on ne touchera pas à l'ISF. Enfin, l'ISF c'est quand même 5 milliards qui pourraient rentrer... Mais non, on en a donné 10.
Ah oui, on en a donné 10 qui viennent de la poche des... donc sur les dernières annonces de décembre, qui viennent de la poche, notre poche. C'est autofinancé en fait, jamais on a pris l'argent. Mais de toute façon, tout vient de la poche, c'est l'impôt. Hein. C'est le principe de l'impôt. Hein. Ça dépend des riches et des plus pauvres. Hein, on nous donne des miettes et on nous reprend. On nous les reprend, on nous en reprend un peu. Non. C'est la classe moyenne. La classe moyenne, oui, pas les riches. Le sentiment, c'est qu'on ne règle rien. On revient encore sur la prise de position d'Emmanuel Macron lorsqu'il annonce 100 € de hausse du SMIC. On sait très bien que ces 100 € ce n'est pas le SMIC qui augmente, c'est la prime d'activité qui était déjà, qui est en fait anticipée puisqu'elle devait être lissée sur 5 ans. Donc voilà, il y a et puis c'est au final ça fait quand même 100 € de plus. Au final, ça fait quand même 100 € de plus. 96. Pas pour tout le monde, mais pour 5 millions de foyers. Ça va au-delà des gens qui touchent le SMIC. Mais pas pour tout le monde, comme cela avait été annoncé. C'est ça qui est... Non, ça va aller au-delà de ceux qui touchent le SMIC. Il a annoncé 100 € de hausse du SMIC. Il a annoncé de façon péremptoire 100 € de hausse du SMIC. Ce n'est pas le cas. Patrick, vous qui défendez la politique de Macron, sur quoi je ne défends pas la politique. À vous déboucher ce mouvement? Je dénonce certaines contradictions. Sur quoi va déboucher ce mouvement, je n'en sais rien. Et je reprendrai une phrase que j'aime beaucoup de Christiane Taubira qui disait que dans ce mouvement se côtoie le sublime, c'est-à-dire des invisibles, qu'on entend désormais, que l'on voit, que l'on entend, et l'abject. L'abject, c'est le peuple. Non, l'abject, c'est certaines personnes qui complotistes, xénophobes, antisémites que l'on voit et qui souvent prennent le devant et masquent le véritable problème, qui est un problème de solidarité, de distribution des richesses, et ça disparaît un peu. Moi, j'aimerais poser une question à notre invité qui est communiste. Les communistes, vous avez une tradition de lutte sociale depuis le début du XXe siècle. Ça ne nous étonne pas que dans ce mouvement, il n'y ait pas eu, depuis le 17 novembre, pas un seul jour de grève, pas une entreprise bloquée, pas un slogan anti-patron, pas une négociation salariale ouverte dans une entreprise. Ça ne vous étonne pas? Alors que le pouvoir d'achat est au cœur du mouvement. Et à un moment donné, l'État ne pourra pas tout faire. Il faudra que les patrons mettent la main à la poche. Mais les patrons sont épargnés dans ce mouvement. Alors effectivement, c'était le pouvoir d'achat qui était au départ. Et le mouvement des Gilets jaunes s'est cristallisé avec cette hausse annoncée du carburant. Ensuite, après, les revendications se sont précisées, affinées. On a parlé du SMIC, des minima sociaux, des services publics. Voilà, on a plein de choses qui se sont agrégées à ces premières demandes. Alors, est-ce que ça m'étonne que effectivement on n'ait pas, enfin ça ne gêne personne finalement, c'est ce que vous dites quelque part ce mouvement. Non, les communistes, je sais que par exemple Olivier Besancenot au nom du NPA a essayé de lancer un mouvement de grève générale comme ça a été fait en 68 pour faire plier le pouvoir, mais là rien du tout, on épargne les patrons. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, donc Macron gouverne de façon très verticale. On a un mouvement qui est très horizontal et on sait bien. Et M. Macron s'est bien gardé de prendre en compte tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les syndicats, les partis politiques, les associations. Et du coup, on est sur quelque chose qui est très clivé. Et ce mouvement des Gilets jaunes est quand même né d'une revendication qui était celle du non politique, non syndical, non... Enfin, voilà, on ne veut même pas vraiment de chef, en fait. Et à chaque fois qu'on a peut-être un porte-parole qui se met en place, bon, c'est jamais évident. En fait, ce mouvement ne vous échappe pas à vous, la gauche, alors que ça doit être un mouvement porté par la gauche. Ah non, et là, il vous échappe. Ah non, il échappe un peu à tout le monde. Hein. Il échappe à tout le monde. Mais il échappe à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Sauf à Marine Le Pen qui, pour l'instant, en engrange les bénéfices. Il échappe à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Et on verra aux élections, à mon avis, ça va se confirmer. Moi, je trouve qu'il ne nous échappe pas puisque là, 90% même 80% des revendications sont celles que on ne vous entend pas. Alors oui, à notre responsabilité et que l'on fait. Hein. Alors si on nous entend quand même, puisque je pense qu'on nous a beaucoup vu dernièrement, ce qui n'était pas tellement arrivé. Vous allez changer de secrétaire général. On va en parler après. Mais du coup... notre responsabilité, c'est d'apporter des solutions concrètes et des perspectives politiques. Ce mouvement des Gilets jaunes, et c'est le problème, il n'a pas forcément de voix, de visée politique. Et donc, du coup, c'est maintenant de notre responsabilité, c'est notre rôle d'apporter cette vision. Et là, on a l'impression que la solution, c'est de faire tomber la tête du roi.
Vous pensez que ça va améliorer le pouvoir d'achat? Non, mais la démission Macron, des choses comme ça, c'est pas le... Enfin, moi, même pendant les vacances, j'ai vu des gilets jaunes. Ce sont des gens qui sont tout à fait normaux et qui n'ont pas ce discours-là. C'est dommage qu'on les entende pas davantage, ces gens-là. Tout à fait, mais... Il y a un autre élément, c'est... la violence qui s'est développée au cours de ce conflit. Pas seulement les manifestations, il y a quand même eu une dizaine de morts. Hein. Alors c'est des accidents, certes, mais c'est quand même rare qu'un conflit provoque autant de morts. Et puis directement aux affrontements. Non, pas lié aux affrontements. Et d'un autre côté, on a l'impression quand même qu'il y a une dérive sécuritaire avec ce vote de ces lois, de cette loi anti-casseurs. On arrive à une focalisation assez forte de ces phénomènes de violence. Parce que on n'avait pas vu ça depuis 1968. Il n'y avait pas eu de grand mouvement social comme ça depuis 1968. Donc forcément, la situation est inédite. On parlait tout à l'heure, on disait il y a des violents et il y a des non-violents. Mais c'est, comme je le disais aussi, c'est tout simplement à l'image du peuple. Et lorsque vous avez le pire et vous avez le meilleur, lorsque on essaie de coller une étiquette politique ou également sociale sur ce mouvement, on voit bien qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, eh bien, il y a de tout. Et c'est pareil pour la sécurité. Les forces de l'ordre ont bien du mal à pouvoir finalement adopter une stratégie sécuritaire adéquate parce que vous avez des ultra-violents qui ne sont là que pour ça, et bien vous avez des gens qui sont dans ces manifestations, qui ne demandent finalement qu'à revendiquer quelque chose de légitime, qui est une colère légitime, et qui sont également pris dans ce tourbillon Il y a un autre élément, de violence. Au-delà de la violence, c'est la haine dans le débat politique. C'est la première fois que ça revient à ce point. En 68, il y a eu des affrontements, il n'y avait pas cette haine dans les rapports. Contre le général de Gaulle, contre les élus. Là, il y a une haine contre toutes les élites. Il n'y a pas que les élus, d'ailleurs, contre les journalistes, quand on voit que des journalistes de BFM ne peuvent plus travailler, contre tous les sachants, contre tous les experts, même contre les profs, on entend ça. On ne veut plus de verticalité, d'horizontalité. À un moment donné, elle montre ses limites. Mais sur ce que vous disiez, la dérive sécuritaire, bien sûr qu'il y a le risque d'une dérive sécuritaire. Parce qu'il y a une dérive de la violence qui entraîne une dérive sécuritaire. Alors, si vous me permettez encore une petite citation que j'aime beaucoup d'Albert Camus, il dit « Faites attention, quand la démocratie va mal, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour demander de ses nouvelles. » Voilà. Alors, il faut méditer un peu sur le risque actuel. Des deux côtés. On avance un peu. La situation extrêmement préoccupante au plan politique. On a l'impression quand même que le pouvoir est totalement désemparé. Des missions se succèdent. La dernière en date, c'est celle de Chantal Joanneau qui devait piloter ce grand débat national. Alors justement, ce débat en Corse, évidemment, il n'y a que Laurent Marcangeli, les soutiens de Macron par Édouard Philippe interposé, qui y est impliqué. On va l'écouter. J'ai l'intention, dans les semaines qui viennent, d'organiser dans des lieux appartenant à la municipalité des débats où les élus ne seront pas appelés à parler, où les élites, entre guillemets, ne seront pas appelées à s'exprimer, mais où les gens, librement, pourront venir dire ce qu'ils ont sur le cœur. Alors, Anissa Florentine, est-ce que ce débat, vous pensez qu'il peut déboucher sur quelque chose? Est-ce que vous allez y participer? Alors, ce débat peut-il servir? Enfin, il y a plusieurs questions, du coup. Alors, les Gilets jaunes, une des préoccupations, c'est qu'ils voulaient être écoutés, entendus. Donc, ça peut être une réponse, on va dire. Sauf que, comment? Enfin, un débat national de la sorte... Alors, en plus, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que va-t-on en sortir? Comment ça va se passer? Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, pour le coup, les maires, on n'en entendait plus parler. On leur a récupéré plein de... au secours. Voilà. Et là, maintenant, on va voir les maires pour pouvoir organiser ces débats et ce cahier de doléances. Et après, c'est à double tranchant. Et qu'est-ce qui va en sortir? Et qu'est-ce qu'on en fait, surtout? Ça peut être encore pire, en fait. Est-ce que vous allez y participer? Alors, est-ce qu'on va y participer? Oui. Oui, on va s'organiser autour, on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer des choses. Mais bien évidemment, il va falloir que l'on agisse. La finalité, Patrick, comment vous la voyez? Moi, je suis assez pessimiste. Bon, je trouve qu'il vaut mieux débattre que se battre, ça c'est une évidence. Bon, quant à la finalité, je suis assez d'accord avec notre invité. Le débat est assez borné. Borné, il y a 4 thèmes, c'est ce que je voulais dire. Il y a 4 thèmes, il y a la transition écologique, il y a le pouvoir d'achat, il y a la fiscalité, il y a la démocratie. Mais j'ai peur que ça se transforme en défouloir,
en déballage. Et bon, je suis assez inquiet. Puis sur quelles mesures concrètes? Même, on sait pas du tout. Édouard Philippe a été assez imprécis quand il a présenté. C'est assez flou tout ça. C'est assez flou. Ouais. Bon, effectivement, il n'est pas aidé par les événements puisque Chantal Jouanneau a démissionné juste au début. C'est mal parti. Donc ça peut déboucher sur rien, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Justement, comme le disait Anissa Floramzian, c'est à double tranchant. Ça peut être, évidemment ce n'est que bénéfique, puisqu'il faut conserver le dialogue et écouter la colère, mais pourquoi faire? Parce que c'est là-dessus que le gouvernement est attendu. Est-ce que ça peut modifier la politique du gouvernement? Je ne le pense pas. Enfin, je ne pense pas, parce que ce n'est pas des concertations, y compris dans différents endroits de France, qui vont, je pense, vraiment faire bouger les choses lorsque des manifestations massives, comme il y a eu au début du mouvement des Gilets jaunes, n'ont rien fait bouger finalement. Vous pensez que le gouvernement ne changera pas de cap? Le discours de décembre, et même il a répété lors des vœux, il ne changerait pas de cap. Donc à quoi ça sert en fait? Donc qu'on écrive des choses sur des cahiers de doléances, moi je veux bien, ce sont les mêmes revendications qui vont sortir forcément sur la précarité, sur s'il ne change pas de cap, ma foi, ça sert à quoi en fait? Peut-être la méthode de gouvernance à ce moment-là, c'est-à-dire moins verticale et un peu plus à l'écoute. D'ailleurs, il redonne la parole au territoire, c'est déjà ainsi, il a retenu cette leçon. Oui, sauf que maintenant les Gilets jaunes demandent un référendum citoyen. Donc, donner la parole est une chose. Après, on est sur deux niveaux différents. Après, l'histoire du référendum, du RIC, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ce qui est important, c'est la question. Pour l'instant, on ne sait pas quelle serait la question. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste, parce qu'il faut garder un peu d'optimisme quand même. Il y a quand même pas mal de lois qui ont été renvoyées à plus tard. Je pense à la réforme constitutionnelle qui concernait directement la Corse. Il y a la loi d'orientation sur la mobilité qui a été également renvoyée. Donc ils ont peut-être l'intention de tenir compte de certaines remontées. Même sur l'ISF, il y a certains membres du gouvernement qui disent c'est en cours d'évaluation et si on voit que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire si les gens que l'on bénéficié ne font pas ruisseler les bénéfices... Ça ne fait pas partie des thèmes de discussion. Non, oui, la fiscalité fait partie... Non, l'ISF. Non, oui. Dans le cadre de la fiscalité, les gens pourront en parler. Ce qui a été écarté... on ne le saura qu'à la fin du mandat. On saura qu'à la fin des débats, si ça sera retenu. Non. Mais certains membres du gouvernement... Macron n'a pas l'air de vouloir aller trop dans ce sens-là, quand même. Pardon? Il n'a pas l'air de vouloir aller dans la suppression de l'ISF. Je suis d'accord avec vous, mais certains membres du gouvernement, dont Marlène Schiappa, a dit qu'effectivement, l'ISF, on pourrait... Bon, il s'est fait recadrer assez vite. Elle s'est fait recadrer rapidement, d'autant que les résultats finalement de cet ISF, ce fameux ruissellement, on ne le saura qu'à la fin du mandat. Non, qu'à la fin du mandat. On parle de 18 mois. 18 mois oui, alors c'est passé de 3 ans à 18 mois. On n'a pas besoin d'expérimentation sur l'ISF. Je pense que là, en plus, c'est la mesure phare symbolique qu'il faut retirer. Et on est d'accord, c'est le péché originel de Macron. Alors on aborde le dernier sujet d'actualité qui vous concerne plus spécialement, c'est le Parti communiste et son avenir. Des changements sont intervenus au mois de décembre. En Corse, vous êtes devenu secrétaire du parti dans le Sud, et au plan national, c'est Fabien Roussel qui lui est devenu secrétaire national en remplacement de Pierre Laurent. Alors, ces changements de dirigeants, est-ce que ça signifie qu'il y a un changement aussi de ligne politique, ou sinon de stratégie, au moins de tactique du Parti communiste? Changement de politique, de tactique, de stratégie, non. Enfin, on est le Parti communiste, on est toujours sur nos positions qui sont les nôtres, le combat du capitalisme, donc on continue. On continue, c'est sûr. C'est peut-être sur la manière de faire que l'on a changé. Donc effectivement, ce congrès a vu un nouveau secrétaire national, donc ça augure aussi peut-être une autre manière de faire. Et voilà, après tout cela va se dérouler dans les territoires. Nous, ici, localement, c'est vrai qu'on a aussi procédé à un changement des cadres du parti. Donc, mais voilà, à nous de continuer. Et du coup, ça nous donne un autre... Mais comment on relance la machine, là? Parce que ça a été une baisse constante depuis les années 80 du Parti communiste. Comment est-ce que vous pouvez retrouver de la force? Les conditions sociales, elles sont a priori favorables pour vous. Et pourtant, ça ne marche pas. Après, le Parti communiste reste un parti nationalement fort. On a 50 000 adhérents cotisants qui sont implantés partout sur le territoire. Et en plus, l'adhérent du Parti communiste n'est pas un adhérent lambda. C'est quelqu'un d'agissant, c'est un militant. Donc ça, c'est une vraie force.
Et nous, pareil en Corse, du coup, c'est vrai qu'on a une base militante qui est forte. Donc à nous, après, de trouver les moyens de mettre tout cela en mouvement. Ça ne se traduit pas dans les urnes, pardonnez-moi. Non, ça ne se traduit pas dans les urnes, mais bon, on est patient, on va y arriver. Est-ce que ce n'est pas finalement rageant de voir Jean-Luc Mélenchon, qui, nous le rappelions tout à l'heure, a des positions plus que floues finalement sur ce mouvement des Gilets jaunes et sur les revendications sociales du pays. Est-ce que ce n'est pas rageant de le voir finalement en tête de proue et de ne pas réussir à capitaliser à gauche chez les communistes comme vous le faisiez, comme vous y parveniez par le passé? C'est vrai qu'après, ce qui est plus rageant, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, avec le Front de gauche, du coup, Il est toujours à gauche, selon vous, Jean-Luc Mélenchon? Oui. Alors le problème, je dis ça parce que Benoît Hamon a dit qu'il a quitté les rives de la gauche, donc je vous pose la question. Le problème, c'est que là, on fonctionne à coup de déclarations tonitruantes et que dans le flou des gilets jaunes, de la situation sociale actuelle, c'est un petit peu compliqué. La stratégie du Front de gauche, c'est terminé. Ah, c'est terminé, c'est acté. On l'a enterré là depuis longtemps, mais là, oui. À cause de Jean-Luc Mélenchon. De qui vous pourriez vous rapprocher aujourd'hui? De Benoît Hamon, j'en parlais tout à l'heure, des écologistes, des socialistes, non? C'est fini? Alors, par contre, sur tout ce qui est rapprochement, rassemblement, on a quand même une responsabilité qui est celle des partis à gauche. Et des européennes qui arrivent en mai. Tout à fait. Donc là, on voit l'émiettement à gauche. C'est inquiétant. Si maintenant on se dit que non, on ne va pas se rassembler, je trouve que c'est irresponsable politiquement. Je pense que là, tout le monde, le peuple, a besoin d'une alternative à cette politique. De qui pourriez vous rapprocher? L'union de la gauche, la stratégie. Voilà. L'union de la gauche. De Mélenchon, ce n'est plus possible, parce que Mélenchon n'en veut pas d'ailleurs. De qui alors? Il y a Benoît Hamon, il reste les socialistes, il reste les Verts. Oui, tout est à envisager, mais sur la base d'un projet progressiste, je pense que nous devons effectivement être forts pour proposer cette alternative. Au risque de disparaître. De disparaître, non. Non, pas de disparaître, mais en tout cas aux élections européennes d'être sanctionnés lourdement. Ah, ça, je ne sais pas, parce qu'on a commencé notre campagne avec notre candidat qui est, moi, je trouve excellent, donc Yann Brossat. Qui est à la mairie de Paris. Qui est à la mairie de Paris, et nous avons toutes nos chances. Et quelles seraient vos revendications sociales, notamment, pour vous démarquer de Jean-Luc Mélenchon? Un exemple d'une revendication qui ferait que vous vous démarqueriez réellement du personnage et de sa politique? Sur l'Europe ou de façon générale? Au niveau social, d'abord. Au niveau social? Ouais. Mais nous, nous combattons le capitalisme. Donc sur ces postures-là, sur ces postures qui sont celles qu'on va appeler de classe, je pense qu'effectivement, nous avons... nous ne sommes pas au même point. La différence sera davantage sur la forme, sans doute. Voilà, et le combat également. Avec Jean-Luc Mélenchon. C'est sur la forme que se fera sans doute... sur la forme et sur l'engagement. Nous ne sommes pas dans un réformisme. Nous voulons effectivement engager un changement de logiciel. Et je pense que là, le Parti communiste est complètement... une stratégie de l'union de la gauche. Donc. Bon, alors on revient un peu à la Corse. Et en Corse, comment est-ce que ça va se passer? La gauche est en 1000 morceaux aujourd'hui. Elle est quasiment inexistante. On l'entend, on ne la voit nulle part. Comment est-ce qu'on reconstruit? Vous direz, sur les ruines, c'est toujours peut-être plus facile, mais... Bon, ça dépend. De la même manière que je l'ai dit pour le niveau national, là c'est pareil, effectivement, on a un besoin de reconstruction, on a un besoin de rassemblement. Donc le pourquoi, c'est pour répondre aux urgences sociales, et là en Corse, on voit qu'on en a besoin. Mais le comment? Et le comment, ce sera sur la base d'un projet. On ne va pas se rassembler comme ça en se disant on va discuter puis on va se rassembler. Une fois que l'on aura un projet et que l'on se sera entendu, je pense que derrière on pourra proposer quelque chose. Et ça va être plus facile encore parce que le Parti socialiste, il est quasiment inexistant, comme souvent ici. Le Parti radical s'est effondré. Qui reste à gauche? Les mélenchonistes, ici, on ne peut pas dire qu'ils soient très nombreux. Ils ne sont même pas tellement d'accord avec la position nationale. Oh, il y a du monde quand même à gauche, on va pas... Oui, certainement, et mais après, où même, on se rassemble, on discute, et puis on voit, quoi, oui. Est-ce qu'il y a eu des réunions de la gauche, là, depuis la défaite au territorial l'année dernière?
Non, c'est vrai qu'on n'a pas... On travaille beaucoup et... chacun dans son coin, quoi. Chacun dans son coin, non. Je sais que nous, pour les municipales, on a un projet qui avance et d'ailleurs, on est en avance, je pense. Et du coup, c'est sur cette base-là qu'on pourra ensuite aller voir à gauche. Il y aura une liste d'Union de la gauche pour les municipales à Ajaccio? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et les communistes seront présents, oui. Oui, les communistes, oui. Les prochaines initiatives que vous allez prendre au niveau du Parti communiste pour ce rassemblement? Prochaines initiatives, bon là déjà on a les européennes qui vont très très vite arriver. Donc il va falloir qu'on se structure par rapport à ça. On pourra aussi voir par rapport aux résultats des européennes. Et c'est après ça que l'on pourra discuter en ayant toutes les données. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, messieurs. Avant d'en terminer, je vous présenterai très vite 3 ouvrages. En commençant par Juge en Corse. 9 d'entre eux ont été en poste dans l'île et ils témoignent dans des entretiens réalisés avec Jean-Michel Verne. Le républicanisme corse. Ensuite, de Jean-Guy Talamone, ouvrage de réflexion sur la culture et les idées dans la période pauliste, cher au président de l'Assemblée. Puis pour une reconnaissance des langues de Romain Colonne, maître de conférence à l'université Ecco Riviște Compiu, Giridroemo, Azitimanagibane, à Beige.